En cette année 2025, le Centre d'action interculturelle de la province de Namur, connu aussi sous le nom de CAI, fête ses 40 ans. ASBL héritière du Centre socioculturel des immigrés de la province de Namur, le CAI est l'un des centres régionaux d'intégration de la région wallonne. Pour marquer cet anniversaire, le CAI vous propose une série de 8 podcasts réalisés en collaboration avec l'Institut d'histoire ouvrière économique et sociale. Chaque podcast revient sur l'une des missions ou activités fondamentales de ce centre qui a placé le concept d'interculturalité au cœur de son travail. Plongez dans ces interviews croisées enregistrées entre le 18 septembre et le 10 octobre 2024. Dans ce 5e épisode, vous entendrez Adrien Quitre, ancien travailleur du CAI, et Émilie de Liamchine, actuelle collaboratrice, discuter des plans locaux d'intégration, ou PLI, et du plan provincial et local d'intégration, ou PPLI. Je m'appelle Adrien Quitre. Voilà, j'ai été travailleur au sein du CAI pendant quelques années. Tu as quoi comme formation initiale ? J'ai fait des études universitaires en sciences sociales. Je dis tout le temps que je suis anthropologue parce que c'est le dernier diplôme que j'ai accompli. Et donc, formation en sciences sociales et donc forte attention à tout ce qui est relations sociales entre les êtres humains, mais aussi dans la société. Voilà. Et donc, quand tu arrives au CAI, pourquoi tu postules à un moment donné au CAI et que tu décides effectivement d'œuvrer dans le secteur de l'intégration ? La première chose, c'est que, évidemment, comme tout le monde, je cherchais un boulot, un salaire. Ça, c'est la première chose, c'est la première motivation. La deuxième, c'est aussi, et là, ça va compléter du coup la première question, que je venais de terminer 2 mémoires d'affilée sur les migrations des Mexicains vers les États-Unis. Donc j'avais une forte attirance pour tout ce qui est migration, que j'avais passé aussi 15 mois au Québec dans un boulot pas exactement la même chose, mais fortement de terrain en lien avec justement les personnes immigrées qui venaient s'installer et où il fallait les aider à trouver leur place tout simplement. Et donc après quelques temps ici à Namur dans un autre poste en éducation permanente, c'est ouvert cette opportunité de travailler au CAI et donc moi ça convenait tout à fait aussi bien à mes compétences je pense à ma formation universitaire que à mes intérêts personnels, mes motivations personnelles. Et donc l'avantage du pli, on en parlera plus que certainement après, c'est le fait d'être multithématique. Et c'est ça qui m'a intéressé fortement dans ce poste. J'ai commencé exactement le 10 juin 2014. Et voilà, quelles étaient exactement les fonctions du chargé de projet enfin moi je l'ai toujours là en tête, chargé de projet et non pas responsable de projet en plan local d'intégration. C'était en fait de gérer les plans locaux d'intégration. C'est le titre exact de la fonction. Mais en fait, c'était aussi toutes les thématiques. C'est l'idée que j'en ai conservé en tout cas, de gérer toutes les thématiques autres que celles qui étaient gérées dans le parcours d'intégration. Et donc quand tu arrives au CAI, donc tu viens de le dire, hein, tu reprends quelque chose qui était déjà mis en place. Certainement par d'autres personnes. Et donc, est-ce que tu peux expliquer le contexte général dans lequel tu arrives ? Alors, pour moi, il y a 2 choses. Il y a d'une part le PLI, le plan local d'intégration, qui en fait qui était déjà en place depuis plusieurs années et que je, entre guillemets, récupérais. C'est pas moi qui en assurais toute la responsabilité, ce qui est normal, c'était partagé sur toute l'équipe. Mais donc il y avait plusieurs plans locaux dans plusieurs villes, plusieurs communes plutôt, qui étaient déjà en place, qui avaient déjà été expérimentés et qui avaient produit plus ou moins certains effets, et qui étaient sur le point d'être reconduits ou renouvelés ou repensés, retravaillés.
Et à côté de ça, il y avait aussi une sorte de branle-bas de combat. C'est comme ça que je l'ai un peu, avec le recul plutôt, c'est comme ça que je le vois. Branle-bas de combat autour de la mise en place du parcours d'intégration, qui n'était pas tout à fait nouveau, mais en tout cas qui nécessitait encore énormément d'énergie au sein du CAI. Il y avait une grosse partie, et encore maintenant, une grosse partie de l'équipe qui est vraiment dédiée à mettre en place ce parcours d'intégration, à le faire vivre. Voilà. Et donc pour moi, il y avait cette espèce de bataille de mise en place du parcours d'intégration, et à côté il y avait toujours cette volonté de conserver ce pli, et en même temps il était disloqué sur plein de communes. Donc moi quand j'arrive, j'étais entre les deux, et plus concentré justement sur le parcours d'intégration, en tout cas en 2014, même si dans mes souvenirs, quand je commence à travailler, ma première réunion vraiment face à face avec la coordinatrice à ce moment-là, tout de suite elle m'a embrayé sur le diagnostic du pli, et de quelle manière, tout en me disant: t'as vraiment le temps non seulement de t'imprégner de ce que c'est le poste de responsable pli, mais en plus, mais garde à l'idée qu'il y a un moment, il va vraiment falloir mettre en place un diagnostic et aller vraiment au bout des choses avec ce plan local d'intégration. Il va vraiment falloir le repenser et le mettre en place. Donc en tout cas mon début, c'est comme ça que ça se passe. C'est tout en sachant qu'à côté de ça il y a aussi un contexte migratoire avec c'est pas l'apparition, mais l'arrivée de nombreux Syriens, encore des Afghans qui étaient toujours aussi en arrivée, qui arrivaient aussi, et aussi des Irakiens, aussi des Afrique subsaharienne, nord-africaine et autres, et donc avec un public déjà assez diversifié. Voilà. Alors c'est vrai que depuis le début de l'interview, on parle de pli, de plan d'intégration. Mais est-ce que tu peux expliquer en quoi ça consiste, un plan local d'intégration ? Un plan d'intégration ou un plan local d'intégration. Alors, un plan local d'intégration, il y a une définition officielle que je ne saurais pas reciter de mémoire, mais pour moi, c'est un plan qui donc vise à mettre en place des actions, et qui doivent être normalement concertées au niveau politique, mais aussi au niveau terrain, de manière à pouvoir répondre aux besoins non pas des professionnels de terrain, mais bien aux personnes qui sont sur le terrain. Donc en fait les personnes issues de l'immigration, qu'elles soient d'origine immigrée ou qu'elles soient tout simplement immigrées tout court. Donc là il y a aussi un double public. Donc pour moi le plan local d'intégration est vraiment un document qui doit reprendre l'entièreté de ces actions à mettre en place. Voilà. La particularité de la province de Namur, c'est d'avoir des communes qui sont très urbanisées. Voilà, on a Namur, et puis alors on a évidemment les plus petites, mais tout aussi urbanisées, telles que Andenne, Gembloux, Sambreville aussi, d'une certaine manière. Voilà. Mais à côté de ça, il y a aussi une population, ou en tout cas des communes qui sont extrêmement rurales, et qui forcément n'ont pas une population étrangère qui doit dépasser 1 ou 2%. Et alors ce sont peut-être des Américains ou des Canadiens qui viennent juste pour le tourisme, ou des Flamands parfois, mais qui sont pas des étrangers. Ce qu'on peut dire par contre, c'est que le pli a été construit comme étant normalement devant s'ancrer sur une commune, mais sur l'ensemble de la province de Namur, il était impossible d'aller petit CAI qu'on était, même si on a une grosse équipe par rapport à la plupart des acteurs du secteur associatif, c'était pas possible d'aller à Avlanches, d'aller à Florène chaque semaine. C'était juste impensable. Et donc là, on a pris le parti, ça existait déjà avant que je n'arrive, mais de se joindre aux réunions PCS, des plans de cohésion sociale, pour simplement essayer de comprendre la dynamique locale. Mais de mémoire, même si la première réunion que j'ai jamais eue au CAI, elle s'est passée dans un petit hameau perdu, je sais même pas Avlanches, c'est encore plus loin, c'est Houillet ou un truc comme ça. Ce qui s'est passé, c'est que en fait, n'ayant pas vraiment de raison d'être présent sur place parce que la population étrangère n'était pas
conséquente, c'est loin de là. En plus de ça, il n'y avait pas beaucoup d'acteurs, hormis les acteurs politiques. Souvent, on s'excusait de ne pas être présent à la réunion. Donc voilà, c'est comme ça qu'ont été gérées beaucoup de communes de Namur, en tout cas les plus éloignées et les moins concernées par le pli. Voilà. Pour toutes les autres, effectivement, il y avait matière à travailler. En 2016-2017, le CAI décide de passer des plans locaux d'intégration à un plan local et provincial d'intégration. C'est toi qui es en charge de mettre en œuvre cette transition. Et donc, pourquoi une telle évolution ? La question au centre, c'était comment toucher l'entièreté de la province de Namur, tout en en se concentrant sur là où il y avait réellement besoin de travailler. Et donc c'est pour ça que le CAI, en tout cas, s'est montré un peu innovant en allant parfois au-delà de la lecture stricto sensu du décret, qui mentionnait qu'un plan local d'intégration devait être mis en place en essayant de toucher l'ensemble de la province. Pour ça, on a mis en place un diagnostic qui a permis oui, c'est moi qui l'ai géré, effectivement, mais c'est ça qui a permis de mieux comprendre, de mon point de vue, de mieux comprendre quels étaient réellement les besoins des personnes issues de l'immigration à Namur, mais aussi à Couvain, mais aussi dans les petites zones rurales quand ils étaient présents. Et donc là, c'était important de pouvoir faire vraiment la part des choses entre je vis à Namur et j'ai accès au transport en commun, je sais comment ça fonctionne et j'ai plus facilement accès à un emploi. Tout est relatif parce que facilement accès pour des personnes issues de l'immigration, voilà, c'est toujours beaucoup plus dur que n'importe quel Belge. Et je suis couvinois, ou en tout cas nouvellement couvinois, et j'ai forcément beaucoup plus de difficultés à me déplacer si je n'ai toujours pas fait valider mon permis de conduire. Et donc là, c'est toute la nuance qu'il fallait essayer de saisir pour pouvoir, et qui a été en tout cas partiellement atteinte avec le diagnostic, et qui était en fait aussi au départ la volonté de la mise en place, on ne savait pas encore qu'il allait s'appeler comme ça, mais de mettre en place un plan provincial et local d'intégration. Voilà, donc l'idée c'était de vraiment de couvrir tout, et en même temps il y a aussi eu un effort de se rapprocher des plans de cohésion sociale, qui effectivement fonctionnait de manière indépendante et pour lequel, oui, on était souvent invité, mais pas non plus partie prenante. Donc l'idée a aussi été de construire ce nouveau pli, PPLI, en prenant ces droits fondamentaux qui sont les piliers, en tout cas qui ont été regroupés en 4 piliers dans le plan de cohésion sociale, et de les développer dans le diagnostic, et donc dans le pli et les différentes actions qui allaient être mises en place par après. Et donc c'est pour ça aussi le point de départ des droits fondamentaux. Mais c'est pas le seul élément qui a nourri ce diagnostic et du coup ce pli. Alors le CAI pour assurer cette transition n'était pas seul. En tout cas, c'est ce que j'ai pu lire dans les différents documents. Est-ce que tu peux parler des acteurs clés de cette transition ? Pour moi, il y a d'abord le Centre local de promotion de la santé, parce que en termes de méthodologie, ils ont apporté énormément. J'ajoute également la direction de la cohésion sociale, qui était aussi, en tout cas au départ, dans le diagnostic, et qui, pour moi, a donné aussi une certaine impulsion vers les plans de cohésion sociaux locaux du coup, communaux, simplement parce que, pareil, elle a fait aussi office d'ouvre-boîte pour certaines matières. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ceux que moi j'identifie comme étant acteurs clés dans ce plan provincial et locaux. Oui, c'est ça. Mais à côté de ça, j'identifie aussi tous les acteurs locaux, que ça soit, et là on va retomber sur les thématiques phares du CAI et du parcours d'intégration, que sont le français langue étrangère, l'insertion socio-professionnelle, mais aussi tout ce qui est accompagnement, la citoyenneté, tout ce qui est voilà, toutes ces matières-là, toutes ces matières-là sont gérées, mises en place pour le public, par des acteurs
voilà, aussi bien à Namur que dans toutes les autres communes. Et pour moi, ils ont aussi joué un rôle essentiel. Et pour moi, un dernier acteur qui est, en fait, est totalement divers, enfin, qui est énorme, et qui est tout simplement le public. Qui, pour moi, sans public, en fait, il n'y a pas d'intérêt de mettre en place un plan local, provincial et local d'intégration. Voilà. Alors, comment j'ai mis en œuvre le diagnostic? Déjà, il y a eu un gros travail méthodologique pour essayer d'être le plus proche des réalités, de ce qu'on pouvait observer, ou en tout cas ce qu'on percevait, les impressions qu'on avait, il fallait pouvoir les vérifier. Et donc la méthodologie a été extrêmement importante. C'est pour ça que je citais le CLPS de Namur par rapport à ça, et aussi entre guillemets la DIX. Et donc l'idée, ça a été de construire des focus group avec d'une part, tout d'abord en première étape le public, les personnes étrangères, et on a été justement frapper à la porte des opérateurs pour essayer pour leur demander en fait s'ils avaient 2 heures de temps avec leur public à nous consacrer. Et donc on a fait des focus group qui nous ont permis d'identifier toutes les difficultés et tous les besoins qu'avaient ces personnes étrangères. À partir des synthèses de ces différents focus group, on a ensuite fait le même genre de travail avec les professionnels en leur demandant leur avis sur justement les besoins et constats qui étaient annoncés et émis par les personnes étrangères, et eux-mêmes se sont positionnés en affirmant ou en infirmant justement ces constats, et en complétant en disant quelles seraient les mesures que eux mettraient en place pour forcément remplir leurs propres intérêts, mais aussi les intérêts de leur public. À partir de cette deuxième vague de focus group, on a été ensuite au niveau plus haut, au niveau de la province, avec les responsables, les directions de différents autres acteurs, avec les mêmes matières que sont français langue étrangère, insertion socio-professionnelle, tout ce qui est assistants sociaux, CPAS, etc. Et là, pareil, on aura fait le résumé, la synthèse de tout ce qui avait été annoncé par les personnes étrangères, par les professionnels de terrain, et on a fait le même travail de synthèse pour essayer d'arriver ensuite à construire un plan provincial et local d'intégration avec des actions et des mesures concrètes à mettre en place à différents niveaux mais pas justement les 4 piliers que sont les droits fondamentaux dans les plans de cohésion sociaux, mais vraiment dans l'entièreté des droits fondamentaux. Et donc ça allait de tout ce qui est épanouissement culturel et social, mais en passant aussi par la mobilité, par le culte, ou l'absence de culte, tout ce qui est genre, tout ce qui est crèche, école, scolarité des enfants, logement, etc., etc., etc. J'ai eu la liberté, et ça c'était très chouette, et même j'étais surpris d'avoir la possibilité de faire 5 focus group avec les personnes étrangères au départ, mais après coup, je me dis, mais en fait, c'est pas 5 qu'on aurait dû en faire, c'est 10 ou 15. Mais forcément, en termes de ressources humaines, j'ai travaillé beaucoup avec des stagiaires et un peu avec mes collègues, parce que eux aussi étaient absorbés par leur boulot. Mais c'était pas suffisant. Finalement, c'est un plan provincial et local qui est plus construit par des professionnels qui pensent percevoir les besoins des personnes étrangères sans en être elles-mêmes, sans avoir jamais vécu le parcours des personnes étrangères. Et donc, pour moi, c'est ça qui est chouette dans le plan provincial et local, c'est qu'il a osé faire ce travail. C'est en ça que le CAI a été innovant et a pu, je pense, être un exemple pour certains CRI. Mais à côté de ça, et peut-être qu'une deuxième version dans la même logique aurait pu aller plus loin et consulter beaucoup plus. On n'avait pas une centaine de personnes. Je crois qu'on atteignait difficilement 50 personnes étrangères consultées au départ, ce qui est trop peu pour un travail de cette ampleur-là. Une des raisons pour lesquelles on associe la province et le CLPS, d'après ce que j'ai compris, c'est que le CAI il a une expertise, une connaissance des besoins spécifiques des personnes. Mais par rapport à certains droits fondamentaux, ce que nous on a appelé les dimensions transversales, on n'est pas un acteur considéré comme légitime pour en mobiliser d'autres sur la thématique de la mobilité, sur la thématique du logement, sur la thématique de la santé et de la santé mentale. C'est vrai que
quand moi j'arrive en 2017, donc tu l'as dit, hein, il y a un plan d'action, des fiches projets par droits fondamentaux. Il y a aussi des plateformes, des espaces de concertation autour effectivement des différentes pistes de solutions qu'il faut mettre en œuvre. Mais tout n'est pas coordonné par le CAI. Oui, tout à fait. Mais alors du coup, moi, je n'ai pas de vue d'une réunion précise où on a tout le monde. Tout simplement parce que moi, je n'étais plus du tout qu'à la tête, entre guillemets, avec Liliana pour la plateforme racisme et de différents groupes de travail, notamment santé ou mobilité, que j'ai contribué à animer, effectivement. Mais alors, je n'ai plus... moi, c'est sorti de mes mains, en fait. La partie gestion vraiment... plus c'est pas en amont, mais au-dessus du comité de pilotage. J'en suis sorti, en fait. Je n'ai pas de... En fait, non, parce que il y a une partie... Pour moi, alors, peut-être que pendant ce moment, il y a eu un laps de temps où, effectivement, on n'a plus réuni le comité d'accompagnement, si ce n'est que pour travailler sur le livre repli qui reprenait tout. Mais après, il y a eu validation lors de la plénière, mais après, moi, j'ai plus de souvenirs d'une grande, entre guillemets, manifestation où on réunissait les pontes pour prendre les grandes orientations. Mais en fait, là où on a eu un passage, une transition, c'est vraiment des ambitions qui sont issues du diagnostic et qui sont concrétisées ou en tout cas rédigées dans des actions concrètes à de quelle manière est-ce qu'on va avoir la légitimité, nous, CAI, experts, personnes étrangères et parcours d'intégration, pour les mettre en œuvre. Et c'est vraiment là qu'on a... En fait, c'est pour ça que c'était important d'avoir effectivement la province ou même la DIX pour les plans de cohésion sociaux, et le CLPS pour la partie plus santé, parce que ce sont entre guillemets des institutions reconnues, légitimes dans ce qu'elles font. Mais on n'a pas non plus eu autour de la table d'autres acteurs légitimes et légitimes dans leur secteur pour les mettre dans le comité d'accompagnement et pour pouvoir réellement mettre en place les autres actions sur lesquelles on s'était rendu compte que les personnes étrangères éprouvaient réellement des besoins et des difficultés. Et donc c'est là qu'on n'a pas on n'a pas eu ce pouvoir d'aller plus loin, quoi. Le groupe de travail sur la santé, justement, j'ai eu l'avantage d'avoir une des travailleuses du CLPS et donc qui maîtrisait particulièrement bien la matière et la méthodologie du coup et qui m'a permis d'inviter. Et donc moi j'étais juste là comme animateur entre guillemets donc elle avait la légitimité d'inviter les bons acteurs et en fait sa présence et la thématique personnes étrangères dans une matière santé, les intéressait. Donc les acteurs sont venus. Le problème, ça a été l'avantage d'aller jusqu'au bout de l'action. Parce que pour eux, une personne étrangère, ou plutôt le public personne étrangère, ne représente que maximum, en tout cas un Namur, entre 8 et 10% de leur public. À ce moment-là, peut-être que les chiffres ont changé, mais voilà. Donc, se mobiliser pour 8 à 10% de mon public, je vais le faire 2-3 réunions, pour autant que ça ne me bouffe pas trop de temps, et que les réunions soient espacées de 2 mois. Si elles sont espacées de 6 mois, c'est encore mieux, mais si elles sont chaque semaine, et qu'en plus de ça, je vais à une réunion de 2 heures qui me mange déjà 2 heures sur mon agenda, et qu'en plus de ça, je dois fournir un travail supplémentaire pour pouvoir alimenter ce groupe de travail, en fait, ma direction, elle va accepter 2 réunions, et puis après, si elle voit pas un résultat immédiat, elle va me lâcher. Et donc c'est pour ça que ce groupe de travail a fonctionné quelque temps, et une fois que je suis parti, j'ai été content de voir, justement la travailleuse du CLPS m'a dit Adrien, on est content, on a été jusqu'au bout du travail, mais si j'ai bien compris, ça avait été laborieux, donc il y a eu une publication géniale, super intéressante, mais ce groupe de travail n'a pas été plus loin, alors qu'au départ il y avait plus qu'une seule et unique matière à problème. On aurait pu aller beaucoup plus loin en termes de concret. Et donc, je pense que pour l'entièreté des thématiques, des groupes de travaux qui ont été mis en place, ça s'est déroulé plus ou moins de la même manière. Parfois, ça a même été plus rapidement un échec. Le plus gros frein, ça a été le temps. Ça a été. Si je t'entends. C'est le temps, mais c'est aussi, encore une fois, une crèche à un travailleur qui va pouvoir venir en réunion. Et en fait, elle a d'autres chats à fouetter.
voilà. Mais c'est le même problème dans toutes les matières. Hein. Mais c'est intéressant à comprendre. Oui, il y a une part de temps effectivement, mais le temps il est disponible. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas il dépend du financement qu'on a pour pouvoir mener ce genre de choses-là. Il dépend aussi de est-ce que dans mon décret qui gère mon institution, il est noté explicitement que je dois faire un travail dans ce sens-là. C'est le cas pour le CAI parce que le pli fait partie des matières et le CAI a pris à ce moment-là l'idée de développer davantage que certains autres CRI ont emboîté ou fait différemment. Mais si une crèche n'a pas qu'elle doit spécifiquement travailler sur le public personnes étrangères, en fait elle le fera jamais. Même si elle a régulièrement des problèmes interculturels avec son public. Alors il y a peut-être une puéricultrice qui va j'ai trouvé un outil sympa, on pourrait peut-être faire comme ça. Elle a une sensibilité, mais ça ne veut pas dire que c'est 8 ou 9 autres collègues l'ont. Oui, on a parlé des comités d'accompagnement qui vont donner des grandes orientations et en même temps les grandes orientations, qui est-ce qui va faire le travail qui suit? Les acteurs de terrain qui, eux, vont recevoir au quotidien les personnes étrangères dans leurs locaux. Mais en fait, si on ne les mobilise pas, si on ne les sensibilise pas aux matières qui sont les nôtres et qui sont celles qui sont reprises dans le pli, en fait, voilà, ça va leur passer dessus, ils vont rien voir, ils vont pas se sentir impliqués. Et donc, la plénière et les plénières qui ont été menées chaque fois avaient cette vocation-là de avec le recul, c'est ce que je me dis. Dans les ateliers, on essaie chaque fois de travailler un truc concret et de vraiment avancer sur la matière. Mais l'idée, c'est réellement de les sensibiliser, de les mettre au courant du travail qui est fait et de pourquoi ils sont mobilisés sur ces matières-là. Pourquoi est-ce que le public personne étrangère est particulier et pourquoi est-ce que ils ont des demandes particulières et en fait, de quelle manière eux, en étant sensibles à ça, vont pouvoir agir de manière à apporter un semblant de réponse, en tout cas, aux besoins des personnes étrangères. Et donc la plénière, avait pour but, d'une part, de communiquer les résultats du pli, mais aussi de lancer une sorte d'émulation autour du pli, de faire comprendre ce que c'est. Et donc c'est pour ça qu'on avait les ateliers thématiques, les groupes de travail, les ateliers autour des groupes de travail thématiques. Je ne sais plus ce qu'on avait comme matière, mais les plateformes, c'est clair. Donc FLE, ISP, vous me corrigez, j'ai oublié des trucs. Citoyenneté, oui, c'est lui tout le temps. Et plusieurs autres groupes de travail qui étaient déjà lancés. Donc l'idée, c'était de faire venir pour toute une journée justement ces acteurs-là. Et ça a eu lieu à la Marlagne, donc vous connaissez peut-être, mais un grand bâtiment qui permettait d'avoir à un seul et unique endroit une centaine de personnes qui assistaient à la partie plus plénière, où on va faire la partie discours, partie explication dans quoi on est. Il y a eu effectivement une présentation de John Cultio qui était déjà une partie des éléments qu'il allait amener dans son travail par après. Et puis alors il y avait ce travail en atelier, voilà. Et puis une partie conclusion en fin de journée. Donc voilà, simplement en t'écoutant parler tantôt, je me disais que j'avais comme l'impression qu'il pouvait y avoir vraiment un tiraillement entre tes rêves de départ, peut-être tes envies de départ de vraiment faire de l'ascendant, faire remonter des besoins d'une population étrangère ou d'origine étrangère, qu'il pouvait y avoir un tiraillement entre les envies, les rêves de départ et la mise en œuvre dans un arcane aussi institutionnalisé, de voir des acteurs s'emparer de ces questions, de ces conseils que vous avez forgés, quoi. Ben oui, tiraillement il y a parce que, tout simplement parce avec le diagnostic, on a donné la possibilité à des gens de parler, de s'exprimer, de dire réellement quelles étaient leurs difficultés au quotidien, et de trouver la difficulté de trouver un boulot, un emploi ou un logement, et en même temps de devoir s'occuper de leurs enfants, la scolarité de leurs enfants, d'éventuellement ambitionner de reprendre des études pour pouvoir être mieux dans la société. Et donc on ouvre cette boîte de Pandore.
Et d'un côté, on est aussi obligé de la refermer parce qu'on est cadenassé, nous, CAI, par un décret qui dit que vous devez faire de telle manière et vous avez quels outils pour ça, une plateforme citoyenneté, une plateforme FLE, une plateforme ISP, et en fait vous vous cantonnez à ça. Le reste, c'est pas votre domaine, donc vous n'êtes pas compétent pour. Donc vous avez ouvert une boîte de Pandore, vous avez des envies, des ambitions, mais en même temps aussi une envie de vivre tout simplement de la population étrangère, qui est donc vous devenez le réceptacle en tant que chargé de projet PLI de tout ça en ouvrant ces diagnostics, et vous êtes contraint de déjà de rédiger des mesures concrètes. Donc ça veut dire que vous oubliez déjà une grosse partie de tous les constats, puisque vous êtes déjà obligé de n'en sortir que une dizaine. De cette dizaine, vous avez de mesures, d'actions concrètes. Vous avez quelqu'un qui repasse derrière vous de la deuxième ligne, la troisième ligne, qui dit moi concrètement je peux en faire 3-4. Et de ça, vous avez encore un troisième niveau qui vous dit, en fait, non, concrètement, si on fait celle-là, ce sera déjà bien, et soyez déjà heureux. Donc en fait, on passe d'attentes énormes, mobilisées depuis un public, à un constat. Oui, pour moi, ça devenait un tiraillement entre. Oui, j'ai sollicité beaucoup de choses, j'ai ouvert beaucoup de choses, mais en fait, je n'aurais de concret qu'en fait une seule éventuellement mesure qui sera à moitié mise en place, parce que de toute façon le CAI n'est pas légitime pour et n'arrive pas à réunir les acteurs qui vont réellement pouvoir faire bouger les choses. Et tout ça uniquement sur la province de Namur. Alors qu'on peut viser plus loin, on en reparlera probablement plus tard, mais on ne vise que Namur. Émilie, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement ? Je m'appelle Émilie de Liamstein. Donc j'ai une formation initiale en psychologie clinique. Et avant d'arriver au CAI, je travaillais aussi dans l'éducation permanente. Plutôt comme responsable formation. Je coordonnais des projets de formation. Voilà. Okay. Tu es arrivé en quelle année ? Tu as commencé à quel poste ? Oui, donc j'arrive en 2017 pour occuper la fonction de coordination pédagogique et de projet. Voilà, que j'occupe toujours actuellement. Alors, quel était un peu le contexte au CAI à ce moment-là, et éventuellement plus largement que le CAI ? Mais donc j'arrive le 16 ou 17 février 2017, le jour de l'Assemblée Générale. Je m'en souviendrai toujours, parce que c'était impressionnant. Voilà. Et donc le contexte, c'est plus particulièrement en lien avec ce qui nous préoccupe ici. En tout cas, au CAI, donc le plan provincial et local d'intégration a été mis en route. Les groupes de travail se sont lancés, commencent à se réunir. Au niveau du contexte aussi, j'arrive à un moment où le CNCD 11-11-11 lance une campagne de sensibilisation sur la justice migratoire et propose, dans le cadre de cette campagne, un outil dont le CAI s'est particulièrement saisi en province de Namur, c'est la question des motions communes hospitalières. Et pourquoi le CAI s'en saisit ? Parce que tout simplement, cette motion, elle est très vite identifiée comme un levier pour obtenir des avancées en matière d'accès aux droits fondamentaux et de vivre ensemble. C'est aussi le début de la mise en place des politiques locales de lutte contre la radicalisation violente, puisque c'est après attentat. C'est important de pouvoir contrebalancer un peu ce contexte. Voilà. Et puis effectivement, c'est aussi en 2017 le constat que la crise de l'accueil de 2015, elle se structure, donc c'est plus une crise, c'est une réduction progressive des capacités d'accueil en Belgique.
Donc je quitte le CAI fin 2018 et la recherche de John Cultio allait arriver. En tout cas, moi, j'en ai pas eu connaissance. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec ce document, mais aussi plus largement avec le pli après mon départ? Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que je n'ai pas en tête tous les éléments, en tout cas la conclusion de la recherche menée. Mais en tout cas, il y avait une série de recommandations pour relancer la dynamique et pouvoir mobiliser à nouveau le réseau autour du CAI dans le cadre du plan provincial et local d'intégration. Mais donc tu pars fin 2018 et en 2019, c'est plutôt une année de transition. Entre le plan provincial et local d'intégration tel qu'il a été pensé en 2016 et lancé fin 2016, début 2017, et plus celui d'aujourd'hui. Il y a plusieurs choses effectivement qui nous poussent à adapter la structure. D'abord, il y a effectivement les écueils qui sont mis en évidence dans la recherche. Je pense qu'on l'a déjà abordé, mais le CLPS et la province qui se retirent progressivement du pilotage du plan provincial et local d'intégration après avoir mené à terme les actions pour lesquelles ils s'étaient engagés. Donc tu as parlé effectivement de la publication, l'accès aux soins de santé dans un contexte multiculturel par le CLPS. La province a aussi réalisé un guide mobilité ainsi qu'une production autour des outils pédagogiques que pourraient utiliser les acteurs de la petite enfance pour justement travailler cette question de la multiculturalité en crèche. Donc le CLPS et la province se retirent du pilotage. Et une dernière chose que moi j'identifie, c'est qu'il faut repenser la structure du plan provincial et local d'intégration parce que de plus en plus, tel qu'il est pensé, il est mis à mal en fait, par rapport à des situations inédites ou des opportunités qui se présentent. Parce que c'est un plan d'action avec des fiches projets, des groupes de travail. Enfin, c'est cadré. J'ai pas envie de dire que c'est rigide, mais presque. Et quand il y a effectivement quelque chose qui surgit et dont le CAI doit se saisir, ça complique effectivement en tout cas la capacité du CAI, mais aussi des acteurs du réseau à pouvoir se mobiliser et à pouvoir prendre en main ces nouvelles situations. Mais donc, ces différents éléments poussent effectivement le CAI à revoir le plan provincial et local d'intégration tel qu'il est pensé. Et donc, cette réflexion aboutit à une nouvelle structure à 2 niveaux. Donc un niveau provincial et un niveau plus sous-local et communal. J'ai pas envie de dire que communal parce que... Mais alors, ce qu'Adrien a dit, c'est qu'effectivement, il n'était pas pour nous possible de participer à l'ensemble des réunions organisées sur tous les territoires, enfin sur les différentes communes concernées. Donc, c'est plutôt un investissement en fonction des contenus qui sont abordés. Voilà, parce que structurellement, on ne peut pas effectivement être présent sur l'ensemble des communes, même si on dit souvent que le CAI a une grosse équipe. Voilà. En gros. Donc, une structure à 2 niveaux. Donc on revient un peu en arrière. Et donc cette structure, elle est présentée en 2020 et ça m'a marqué parce que c'est les années de confinement et on l'a présentée sur Facebook en live.
on a fait un live Facebook pour présenter cette nouvelle structure, chacun chez soi. Et cette nouvelle structure, elle se veut à la fois plus dynamique, avec effectivement le CAI qui joue un rôle de courroie de transmission d'informations ou de valorisation d'activités, d'initiatives entre les deux niveaux. Plus souple aussi pour laisser la place aux situations inédites, mais aussi aux opportunités. Voilà. Et donc depuis, la structure elle est restée la même. Donc avec ces deux niveaux et une coordination des matières liées au parcours d'intégration plutôt à un niveau provincial. Et du coup, alors, par rapport aux droits fondamentaux, quelle est l'ambition du CAI ? Quels sont Est-ce qu'ils sont encore présents ? Est-ce qu'on travaille encore ces matières-là de cette manière-là, telle que ça avait été pensé initialement ? Alors, je pense que l'ambition est la même. Elle reste toujours la même, puisque tant que la société elle ne sera pas plus juste, plus solidaire et plus interculturelle, il y aura toujours du boulot. Donc l'ambition est la même. Après, effectivement, c'est peut-être la manière d'habiter le plan provincial qui diffère. Tu en as parlé. Donc, quand tu étais là, tu étais en charge du plan provincial et local d'intégration, et il était aussi porté par tes collègues de seconde ligne. Aujourd'hui, il n'y a plus de fonction de chargé de plan provincial et local d'intégration. Cette coordination globale est plutôt confiée aux deux coordinateurs pédagogiques, donc mon collègue Bernard et moi-même. Et il est par contre davantage porté par les travailleurs de seconde ligne, qui l'alimentent avec des thématiques qui leur sont confiées. Ou doivent organiser une veille, avoir connaissance d'initiatives qui sont développées dans une commune ou une autre. Le pli, il est plutôt vu comme un ensemble de priorités à poursuivre. Toujours sur base du diagnostic des besoins des personnes, mais il tient compte des défis et des opportunités qui se présentent. Et donc, je peux donner un exemple. Donc, par une thématique transversale que le CAI que le CAI porte, c'est la question du logement des personnes étrangères. Et bien, en termes de logement, il y a eu plusieurs opportunités qui se sont présentées, qui ne concernent pas que les personnes étrangères, mais dans lesquelles ces besoins spécifiques pourraient être traités. La question du sans-abrisme, par exemple, où il y a eu la création d'un observatoire du sans-abrisme au niveau de la région wallonne, avec effectivement l'obligation de mener des dénombrements de personnes. Et donc le CAI rejoint cette dynamique à un moment donné oui, on sait effectivement qu'il y a des personnes étrangères sans abri en province de Namur, mais c'est pas une thématique qu'on suit au quotidien. Mais on se dit, là, il y a quelque chose à faire pour visibiliser les personnes étrangères sans abri, parce que c'est une situation particulière par rapport au reste des personnes sans abri. Souvent, il y a un hébergement qui est organisé par les personnes de la communauté. Donc, ils sont plus difficiles à dénombrer. Ça rejoint un peu cet écart entre des rêves, des utopies, des volontés de transformer la société, et puis comment ça se passe concrètement. Parfois, on serait vite démotivé,
surtout quand on décide de travailler en co-construction, de travailler en réseau, parce qu'il faut le temps de mobiliser, parce qu'il faut le temps de réfléchir ensemble, etc., de se mettre d'accord. Et donc, ça peut être très vite démotivant. Et quand on voit parfois l'énergie mobilisée et le résultat obtenu, voilà, il y a une insatisfaction qui peut naître. Et donc récemment, on a eu une réunion, une mise au vert, je ne sais plus, où notre directrice, Benoît, a pris la parole en nous disant qu'il faut pas espérer le grand soir. C'est pas en 1 an, 2 ans, 3 ans qu'on change la société. Mais qu'il faut plutôt adopter une stratégie des petits pas et donc saisir les opportunités quand elles se présentent sur un territoire donné, à un moment donné, en espérant qu'effectivement, à terme, ça transforme la société. Voilà, c'est aussi comme ça qu'on entretient sa volonté de changement et la motivation pour faciliter l'accès aux droits fondamentaux et améliorer le vivre ensemble. Et donc, en termes de perspective, il y a une perspective à un échelon local, il y a des perspectives à un niveau wallon. Je ne sais pas par lequel tu veux que je commence. Du bas vers le haut, hein. Ok. Si ça te va. Mais donc, comme on le sait tous, le 13 octobre, on vote. C'est une échéance auquel on est attentif ici au CAI, puisque qui dit nouvelle majorité dit nouveau plan de cohésion sociale, dit nouveau plan stratégique transversal. Et donc, c'est l'occasion de pouvoir effectivement mettre de l'énergie pour investir les différentes réunions qui sont organisées par les plans de cohésion sociale avec le mémorandum en poche pour effectivement affiner un certain nombre d'objectifs qui seront inscrits dans ce plan de cohésion sociale ou dans ce plan stratégique transversal pour y apporter effectivement une attention pour les personnes étrangères. Donc voilà, ça c'est la perspective immédiate. Après, à un niveau plutôt wallon, il y a un nouveau décret qui va entrer en vigueur en 2025. Voilà. Et donc, dans ce nouveau décret, il y a un nouvel acteur de l'intégration qui fait son entrée. C'est l'Observatoire de la politique d'intégration en région wallonne. Et donc, on a des attentes par rapport à ce futur observatoire, comme la construction et la réalisation d'un plan régional d'intégration. Ce plan régional d'intégration, il serait co-construit avec les CRI. Mais pour ça, en fait, il y a une étape préalable qu'il faudrait que les centres régionaux d'intégration harmonisent leurs pratiques en termes de plan local d'intégration. En tout cas sur les matières liées au parcours d'intégration, parce que souvent, donc, on a dans la mission du Centre régional d'intégration, on a une exigence effectivement d'harmoniser nos pratiques entre centres régionaux d'intégration. Mais il arrive parfois que cette harmonisation ne se passe pas. Et souvent, la raison évoquée, c'est la question de la spécificité du territoire. Alors évidemment, l'étendue du territoire
la configuration et la structure du réseau autour du CAI va influencer la manière dont le Centre régional d'intégration met en œuvre ses missions et développe ses projets propres. Ce que le CAI fait en province de Namur, ce n'est pas la même chose que ce que fait par exemple le CRILUX en province de Namur. C'est vraiment... Le CRILUX? Oui, en province du Luxembourg. Oui, tout à fait. Mais on se dit quand même que sur les matières liées au parcours d'intégration, il pourrait y avoir une harmonisation en termes effectivement d'espace de concertation, de relevé de constat, donc cette pratique ascendante pour aller alimenter le plan régional d'intégration. Voilà, l'enjeu derrière aussi le plan régional d'intégration et la possibilité de pouvoir travailler ces matières transversales comme la mobilité ou le logement, parce que je l'expliquais tout à l'heure à Dawinka, et je pense que tu l'as dit aussi. Le problème, c'est que en province de Namur, il y a des configurations vraiment différentes selon qu'on se trouve au nord de la province ou au sud. Et donc, dans le sud de la province, tu l'as dit, il y a des problèmes de mobilité. Et donc, l'accès à la mobilité, c'est un droit fondamental qui en conditionne d'autres. Tu l'as dit aussi, l'accès à l'emploi, l'accès à la formation. Et donc, ce qui arrive, c'est que des personnes qui sortent, des personnes qui sont reconnues comme réfugiés, sortent des centres d'accueil pour demandeurs de protection internationale et donc décident effectivement d'aller s'installer plus au nord de la province, là où il y a moins ou pas de problèmes de mobilité. Le problème, c'est qu'elles sont confrontées à d'autres problèmes, qui est la pénurie de logement. Et donc, du coup, ça les empêche effectivement d'avoir un accès à un logement décent. Mais donc, avec ce plan régional d'intégration, ces matières transversales qui bien souvent relèvent de la compétence de la région wallonne pourraient effectivement être travaillées avec la région wallonne, avec des acteurs de la mobilité, mais tout en tenant compte effectivement des spécificités des différents territoires. Je peux embrayer, mais j'aurais pas énormément à dire malgré tout. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas beaucoup de changements. Si, tout ce qui est le contexte reste le même, j'ai envie de dire. Alors oui, effectivement, il y a des changements dans la manière dont on va agir, la focale qu'on va adopter, le fait de revenir à une version communale, sous locale et plus générale. Avec toujours cette ambition aussi de viser un peu plus large, et ça c'est toujours très chouette, mais en fait il y a toujours les mêmes blocages. En tout cas moi ceux que je vois sont toujours là. Il y a toujours cette difficulté à s'harmoniser, et en fait c'est simplement parler d'une même voix entre les centres régionaux, mais aussi avec le politique. Alors oui, le politique il change, et effectivement ça a une grosse influence parce que leurs intérêts sont pas les mêmes. Mais pour moi il y a aussi toujours cette absence en fait de la population, des personnes réellement concernées, aussi bien les personnes étrangères que la population elle-même belge, voilà, qui devrait parfois aussi être consultée. Alors oui, il y a des risques, notamment avec la population belge, où on y reviendra peut-être, mais où il y a effectivement une espèce de extrême droitisation, et donc c'est dangereux de consulter une population qui a déjà des avis tranchés, ou en tout cas dont les personnes qui ont ces avis tranchés là viendront plus facilement les exprimer que ceux qui sont plus modérés. Mais pour moi, la population, les personnes étrangères, immigrées ou d'origine étrangère, doivent aussi être consultées. Finalement, c'est eux qui vivent les problèmes, et on leur propose des solutions qui nous conviennent à nous, qui conviennent à nos politiques, et on ne sait pas si elles leur conviennent à eux. Et donc pour moi c'est un peu mon défaut d'être venu ici au CAI avec cette casquette de chargé de pli, mais aussi d'avoir mis en place ce diagnostic. Donc forcément ça reste ma focale. Mais pour moi, si on ne consulte pas la population, ça ne sert à rien. Je fais un parallèle avec le boulot que j'exerce actuellement, et notre départ de travail, c'est ça. On part des besoins des personnes, et on va
parler de la forme, mais aussi de la manière dont on va, la forme, mais aussi le contenu. C'est ça qui en tout cas permet pour moi de mener un travail qui sera encore plus proche et plus pertinent par rapport pour porter à des résultats. Et alors du coup, j'en viens à mon dernier point qui est plus l'évaluation. Il y a des évolutions, mais il faut pouvoir aussi s'arrêter et évaluer. Et je dis pas qu'on ne le fait pas, c'est juste que parfois il faut pouvoir le mener, pas uniquement en interne, mais avec tous les acteurs. Et alors, voilà, sans connaître exactement comment ça se passe actuellement, en tout cas, j'ai entendu 2-3 trucs ici, mais est-ce qu'on ne doit pas aussi prendre ce temps d'évaluation? Voilà. Donc, lorsque le centre socioculturel des immigrés en province de Namur est créé, le réseau d'acteurs autour de lui, ce sont des associations issues de l'immigration. Mais le souci, c'est qu'avec avec l'agrément Centre régional d'intégration, avec cette institutionnalisation, et puis le centre socioculturel qui devient le CAI, etc., ce réseau évolue forcément, puisque la politique d'intégration évolue également. Et par rapport à l'évolution du pli, alors il y a eu quand même au niveau du travail de l'intercentre une volonté d'avoir un cadre méthodologique commun, mais c'est vrai qu'effectivement cette mission est confiée et à chaque CRI de le développer en fonction voilà, de comment il est structuré en interne, de comment est son réseau autour de lui. Mais en tout cas, le regard que moi je porte sur l'évolution, c'est, et je trouve ça chouette, c'est qu'il y a quand même une réflexion permanente, je trouve, pour trouver le bon compromis entre la mission, sa mise en œuvre, donc la question de l'accès aux droits fondamentaux, un accès équitable aux droits fondamentaux pour les personnes étrangères, et puis les questions de vivre ensemble, et l'implication des tiers pour y parvenir. Ça, c'est, je trouve, en tout cas, en ayant fait ce travail de consultation des différentes archives, c'est toujours en tout cas ici au CAI, une réflexion permanente effectivement pour trouver ce bon compromis, parce que le CAI seul peut pas faciliter l'accès aux droits fondamentaux. Il va forcément solliciter d'autres acteurs du réseau, des acteurs dont c'est pas forcément le public premier. Et donc voilà, c'est arrivé effectivement à trouver le bon compromis avec effectivement parfois des allers et des retours, mais au moins c'est pas en fait on a formalisé une méthodologie et peu importe ce qui se passe, on continue et tant pis. Voilà, je trouve que c'est une adaptation, et donc moi je trouve ça positif. Voilà. Alors c'est quand même difficile à répondre pour moi, parce que moi je suis plutôt en troisième ligne dans ma fonction, et donc c'est vrai que effectivement oui, je crois que j'ai parlé de la présence des migrants en transit en province de Namur. Si j'aurais envie de citer un succès, c'est en 2020 l'obtention des subventions pour soutenir les collectifs citoyens solidaires. Alors des subventions qui sont ponctuelles, mais qui ont quand même aidé effectivement les collectifs à pouvoir acheter du matériel, arrêter effectivement d'accueillir les personnes de leur poche. Et ça a été un travail de longue haleine,
pour le CAI et les autres acteurs que j'ai cités. Ça a vraiment été une grosse mobilisation et donc arriver effectivement à aboutir l'obtention de cette subvention, enfin, la reconnaissance de cette situation, la reconnaissance de c'est une situation qui est insatisfaisante. Ce n'est pas parce que ces personnes sont en situation de migration de transit qu'on doit fermer les yeux et débloquer effectivement des financements. C'est dans les 7 années où je suis, je crois que c'est un succès. Je trouve que effectivement le CAI a apporté sa pierre à l'édifice. Alors ça n'a pas. Alors c'est en lien avec la mission. Après c'est pas le public premier, mais il y a eu énormément d'énergie mobilisée et effectivement je trouve que ça rend la société un peu plus solidaire. Vous venez d'écouter l'un des podcasts dédiés à l'histoire du CAI Namur, réalisé dans le cadre de son 40e anniversaire. Le CAI Namur et l'IHOES remercient chaleureusement l'ensemble des personnes qui ont participé à la réalisation de ces capsules sonores, que ce soit à travers leur voix, leurs paroles, leurs souvenirs ou en tant que personnes ressources. Retrouvez l'ensemble de ces podcasts ainsi que toutes les activités du CAI sur le site web www.cainamur.be.